La France va donc se doter d'un budget, mais manifestement les comptes publics vont emporter quelques stigmates. Bonjour Julie. Bonjour, Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie, ça va? ça va et vous? Pas mal, pas mal. Bah, je me dis quand même, c'est pas lundi comme les autres. Un ultime 49.3, hop, le dernier qui va permettre l'adoption définitive donc, de ce projet de loi de finances. On en parle depuis des mois et des mois. Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui, on peut le dire, peut-être qu'on le dit pas assez, qui est quand même en passe de réaliser cet exploit, de faire passer un budget. C'est une victoire d'ailleurs politique pour lui. Pour Quoi lui, qu'on en oui, pense si du on se budget, place quoi qu'on en pense du budget d'ailleurs, on en parlera après de ça. exactement, si on se place vraiment du côté de l'analyse politique pure, il aura réussi, alors de haute lutte, diront ses partisans, peut-être à l'usure, diront ses opposants, à doter la France d'un budget avec voilà, une composante politique hyper morcelée, sans majorité, et c'est ça sa grande victoire. Il aura réussi à doter la France d'un budget et visiblement, il faut attendre encore les motions de censure qui seront votées ce soir, mais a priori, il devrait rester en place et sauvegarder la stabilité de son propre gouvernement. Ça, on peut pas lui enlever cette victoire-là. Donc voilà, certains diront fin tacticien et d'autres diront qu'il a vraiment beaucoup cédé, notamment au Parti socialiste, plus peut-être qu'il ne le pensait lui-même au début, le Premier ministre. Mhm. Oui, c'est vrai que quand on regarde la copie initiale et la copie d'arrivée, on voit une trace au fil des longues semaines qui ont composé en fait l'examen de ce budget. On voit petit à petit les choses. Excusez-moi, je suis désolée. Ouais. On voit en fait petit à petit la copie se dégrader et s'éloigner tout simplement de la doctrine macronienne telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Et ça sur à peu près tous les fronts, c'est-à-dire sur les fronts un peu symboliques, comme la réforme des retraites, qui était la grande réforme du second quinquennat. Sur les impôts, c'est encore plus visible puisque on voit que la politique de l'offre a été quelque peu abjurée en fait, au fil de ce budget. Et sur les économies, on voit que à peu près toutes les pistes d'économie concrètes prônées par le gouvernement de Lecornu se sont petit à petit étiolées, effacées pour finalement produire une copie assez loin Hmm. de sa propre idéologie. Avec de nombreuses concessions faites, on l'a dit, au Parti socialiste, des concessions, des cadeaux. Le point, c'est de savoir quelle est la part de tous ces cadeaux, de ces concessions, qui ne sont pas financées. Alors, on a vu déjà, on a un budget de la sécurité sociale depuis la fin de l'année dernière. Là, ce qui est voté, enfin, les motions de censure qui seront votées ce soir sont simplement sur le budget de l'État qui est coincé. Et pourquoi le budget de l'État est coincé? C'est en partie parce que déjà des concessions conséquentes avaient été faites sur le budget de la sécurité sociale. Et donc, certaines de ces concessions conséquentes étaient tout simplement pas financées ou alors financé, vous allez voir, par une espèce d'écriture comptable un petit peu filoute, si vous me passez l'expression, puisque alors la réforme des retraites en elle-même, on peut se dire, en 2026, ce sera que 300 millions d'euros. Alors 300 millions d'euros, à l'échelle de la dépense publique, c'est effectivement peu de choses, sauf que on sait que dès 2027, ça va monter en charge et ça va beaucoup monter en charge, puisque pour 2027, cette suspension de la réforme des retraites va coûter 1,9 milliard. Et ça, ces 2 milliards ne sont pas du tout financés dans le budget de la sécurité sociale, puisque le seul effort budgétaire qu'on trouve dans ce budget-là, c'est très important de parler du budget de la sécurité sociale, je le rappelle, parce que c'est entre 70 et 80% de la dépense publique, hein, les dépenses sociales. Donc, c'est aussi le cœur du sujet. Et donc, on voit que le seul effort budgétaire qui est produit dans le budget de la sécurité sociale, c'est un effort de recettes, puisque c'est une augmentation De de la la CSG, CSG, ouais. qui est un impôt, effectivement, qui permettra, selon les calculs de Bercy, en 2026, de rapporter 1,5 milliard. Donc, vous voyez que déjà, tout simplement, la réforme des retraites, la suspension de la réforme des retraites, on peut dire qu'elle est quelque part un peu financée pour 2026, elle ne l'est totalement pas pour 2027. Et puis pour plus tard, si on ne revient pas sur cette suspension, ce qui est fort probable, mais ça c'est un autre sujet. Mais comment dire, ce renoncement qui a été un renoncement retentissant, symbolique, très politique, en cache d'autres, puisque tout le budget de la sécurité sociale a été énormément adouci, c'est-à-dire que
les principales mesures d'économie, on s'en souvient, la blanche, c'est-à-dire le gel, par exemple, des pensions, des aides, des subventions, qui ne devaient pas cette année être indexées sur l'inflation. Tout ça, ça a été abandonné et ça, c'était 3,6 milliards d'économies. Le doublement des franchises médicales, c'était aussi de l'ordre de plus d'1 milliard. Et donc, là, on voit très bien que c'était très déséquilibré. Alors, ça a été, entre guillemets, financé, si vous posez la question à Bercy, en grande partie, par en fait un transfert de l'État. C'est-à-dire qu'on a, je vais le dire un petit peu trivialement, déplacé le problème, c'est-à-dire qu'on a pris de l'argent tout simplement de l'État, on a fait un virement à la sécurité sociale, symboliquement, mais c'est pas si différent que ce que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire qu'on a pris dans le budget de l'État pour financer la sécurité sociale, pour afficher un déficit que le gouvernement trouvait acceptable, c'est-à-dire en dessous des 20 milliards. Or, en plus de cette écriture comptable-là, il y a des mesures qui vraiment, là pour le coup, ne sont pas financées. Il y a un grand organisme qui a sonné l'alerte la semaine dernière et qui, en plus de ça, ne sont pas vraiment très chiffrés. C'est le cas du nouveau congé parental, qui en fait devait être mis en place en 2027 et au fil des négociations budgétaires pour plaire aux uns et aux autres, le gouvernement a cédé et l'a mis en place. Donc, il sera accessible dès 2026, à partir de juillet, mais avec un effet rétroactif en janvier. Donc, en fait, ce congé parental est mis en place cette année. Et ça, on ne sait pas exactement combien ça pourrait coûter. Il y a des chiffres qui circulent. Alors, ce serait 800 millions, ce serait autour de ces chiffres-là. Sauf que, et ça, Bercy vous le dira, c'est très difficile de chiffrer quelque chose qui va changer les comportements. On voit bien que normalement, avec un congé parental bonifié, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on va avoir plus de personnes, normalement, qui vont prendre ce congé parental. Et c'est très difficile de savoir combien ces personnes vont coûter, entre guillemets, parce que ce congé parental est calculé sur le salaire. Donc, est-ce que les hauts salaires vont prendre ce congé parental? Est-ce que les bas salaires vont prendre ce congé parental? Combien de personnes? Bref, c'est très difficile de savoir combien ça va coûter en 2026. Et surtout, ça, comme c'est une mesure qui a été un petit peu mise au dernier moment en 2026, ça n'a pas été formellement financé. Mais au-delà du nouveau congé naissance, je pense à d'autres mesures, le repas étudiant à 1 euro, la prime d'activité, je crois que c'est 1,4 milliard pour les salariés aux revenus modestes, la baisse de la facture d'électricité. Bref, tout ça, est-ce que c'est financé ou pas? Bah, c'est-à-dire que là, le gouvernement le martèle, le dit à qui veut l'entendre, et c'est aussi inscrit dans le budget. Le déficit public doit être, donc au global, le déficit public doit être à 5% à la fin de l'année. Et eux disent que ce budget permet de le tenir. Mais c'est vrai que ça ne balaye pas toutes les questions, sachant que comment dire, ces mesures-là dont vous parlez, donc le repas étudiant à 1 euro ou cette prime d'activité, ça aussi, ce sont des choses qui peuvent changer les comportements et donc qui sont voilà, ça peut donner des surprises à l'usage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, si on prend les étudiants qui aujourd'hui vont au restaurant universitaire et qu'on calcule combien ça coûterait si tous ces étudiants-là avaient accès au repas à 1 euro, ça donne les chiffres qui circulent, donc un peu moins une centaine de millions d'euros. Si parce que ce repas à 1 euro est accessible, il y a plus d'étudiants qui vont manger au restaurant universitaire, on comprend bien que ça va coûter plus cher que prévu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les aléas d'exécution à Bercy, et on commence déjà à s'en inquiéter, parce qu'on a mis déjà en place, on a fait perdurer plusieurs mécanismes d'équilibre du budget. Mais oui, en l'état, on peut douter que sans mesure d'économie prises décidées en cours d'année, on arrive à 5% de déficit à la fin de l'année. Ouais, et j'ai entendu que le gouvernement disait que c'était financé notamment par la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, sur les bénéfices des grandes entreprises. Sauf que ça, c'est un fusil à un coup. Enfin, sauf si cette surtaxe... L'année dernière, c'était censé être un fusil à un coup. Cette année, c'est devenu un fusil à 2 coups. Rien n'empêche de penser que l'année prochaine, ce sera peut-être un fusil à 3 coups. Enfin, bon, bref, c'est des années... c'est des taxes temporaires
et on l'a vu, c'est un très bon exemple avec la surtaxe d'impôt sur les sociétés. On dit temporaire, mais on ne dit pas temporaire jusqu'à quand, ou alors on peut revenir sur le temporaire en cours d'année au gré en fait, des besoins budgétaires. Mais c'est très intéressant aussi la surtaxe d'IS, puisque récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours, on a eu aussi les recettes de cette surtaxe d'IS qui ont été moins bonnes que prévues. C'est-à-dire que vous avez entendu comme moi probablement que cette surtaxe d'IS en 2025, elle devait rapporter 8 milliards d'euros. Ça n'a pas été le cas. Elle a rapporté 7,5 milliards d'euros. Et donc la question est, est-ce qu'en la reconduisant quasiment à l'identique, avec un petit caveat, c'est-à-dire que les ETI ne vont plus la payer, est-ce qu'elle va rapporter autant que ce que Bercy dit qu'elle va rapporter? Et donc là, on arrive en fait on sort en fait de l'élaboration du budget, on arrive dans l'exécution budgétaire et on se pose la question de est-ce que les dépenses vont être ce qu'on dit qu'elles vont être et est-ce que les recettes vont être ce qu'on dit qu'elles vont être. Et c'est vrai que sur la surtaxe d'IS, par exemple, on n'en est pas sûr. Et c'est ce qui fait, on finit là-dessus, que Moody's et l'agence de notation est on ne peut plus dubitative et sceptique sur la capacité du gouvernement à tenir ce 5% de déficit public sur 2026. Oui, tout à fait. L'agence Moody's a déjà donné son avis avant même l'adoption du budget en disant que non, en l'état, le On arrive à texte, combien? le plan du gouvernement. Ouais. Pardon? On arrivera à combien sur le Moody's? Moody's a dit 5,2, je crois, mais comment dire, 5,2. on peut. On- c'est toujours moins, vous me direz, que 5,4, sauf que 5,4, c'est ce qui est prévu par le gouvernement pour 2025. Mais il ne faut pas oublier que même, et je vais aller plus loin, je vais être un petit peu provocatrice, même si on arrivait à 5%, ce n'est pas une victoire éclatante. Hein. 5%, c'est beaucoup trop en termes de déficit. C'est C'est le double du reste de la zone euro. C'est inédit hors crise d'être à 5% de déficit. On serait quand même le mauvais élève de l'Europe. Donc on est voilà, on a un budget, on peut s'en réjouir, mais la situation des finances publiques reste très préoccupante. Et ça, la Cour des comptes l'a pointé aussi lors de son audience de rentrée. Allez, merci beaucoup. Explication Merci signée beaucoup. Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Merci et bonne semaine. Merci, à vous aussi.